3 jours, 20 dépôts de munitions, 100 000 tonnes d'armement disparues, pas endommagées, pas partiellement détruites, disparues. Et l'alliance militaire la plus puissante au monde n'a presque rien dit à ce sujet. C'est ce silence dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en 30 ans de travail au cœur de la sécurité nationale, j'ai appris une chose avant toutes les autres. Le silence est toujours plus bruyant que la déclaration. Ce qui vient de se produire dans le nord d'Israël n'est pas un revers. Ce n'est pas une perturbation temporaire. Et je vais vous expliquer exactement ce que c'est, pourquoi Washington n'arrive pas à le dire à voix haute, et ce que cela signifie pour tous les calculs militaires dans cette région pour la prochaine décennie. Restez avec moi, parce que l'image qui se dégage de ces 72 heures est une image que personne sur les chaînes d'information ne trace avec exactitude. Commençons par un chiffre, 100 000 tonnes. Je veux que vous restiez un instant avec ce chiffre avant d'entrer dans l'analyse, parce que je pense que la plupart des gens l'entendent sans en saisir tout le poids. 100 000 tonnes de munitions, c'est pas un stock. C'est la base opérationnelle d'un théâtre de guerre entier. Ce sont les obus d'artillerie qui soutiennent une ligne défensive terrestre. Ce sont les missiles intercepteurs qui rechargent les batteries du dôme de fer après un engagement. Ce sont les munitions de précision qui donnent à une force aérienne sa capacité de frapper de façon ciblée, plutôt qu'en masse. Quand vous retirez 100 000 tonnes de ce matériel d'un théâtre en 72 heures, vous ne dégradez pas une force militaire. Vous l'amputez, et c'est le mot auquel je reviens sans cesse, amputation, parce qu'il saisit quelque chose que le mot revers ne saisit pas. Un revers implique une récupération dans un délai raisonnable. Une amputation implique une réalité opérationnelle fondamentalement différente, qui ne s'inverse pas du jour au lendemain. J'ai lu des évaluations classifiées des dommages qui n'ont jamais fait la une. J'ai été assis dans des salles où des généraux parlaient en langage de tonnage, de sortie et de chaîne de destruction, une arithmétique dépouillée de tout ce qui est humain. Et je vous le dis clairement, ce que je lis dans les rapports de dommages disponibles provenant du nord d'Israël est quelque chose que je n'ai jamais vu produire par un adversaire qui n'était pas considéré comme un père pendant toute ma carrière. La précision ne cadre pas. Elle ne cadre pas dans le sens où elle ne correspond pas au profil de capacité que nous avions attribué à cette force. Elle ne correspond pas à l'architecture de ciblage que nous croyons qu'elle possédait. Et quand la réalité diverge aussi brutalement de votre évaluation, la réponse honnête n'est pas d'ajuster le vocabulaire, c'est de reconstruire l'évaluation à partir de zéro. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé pendant ces 72 heures, parce que la séquence compte autant que le résultat. Ce n'était pas un barrage massif. Ce n'était pas le genre d'attaque de saturation conçue pour submerger les défenses aériennes par le simple volume des tirs entrants. Ce qui a été exécuté pendant ces 3 jours, c'est une campagne par phase, guidée par le renseignement, pour éliminer des dépôts. Et c'est sa discipline qui continue de retenir mon attention. La première vague a frappé dans les heures précédant l'aube du premier jour, 4 dépôts dans le corridor de la Galilée orientale. Et voici le premier élément qui montre que ce n'était pas improvisé. Ces 4 installations n'étaient pas les cibles évidentes. Elles étaient positionnées à l'écart de l'axe principal de frappe. N'importe quel planificateur logistique compétent de Tsahal, en regardant une carte de menace, aurait mentalement classé ces emplacements comme des installations de priorité secondaire, à risque plus faible, pouvant être traitées plus tard si les positions principales subissaient de la pression. C'est exactement cette classification mentale que le renseignement de ciblage a exploitée. On ne commence pas une campagne de décapitation logistique en frappant les cibles que l'ennemi s'attend à voir frapper. On la commence en frappant les cibles qu'il a déjà décidé de considérer comme sûres. Ces 4 installations contenaient environ 18 000 tonnes de munitions d'artillerie prépositionnées pour les forces terrestres qui ancrent la ligne défensive du Nord. Au moment où les équipes d'évaluation des dommages avaient confirmé ce qu'elles avaient sous les yeux, la deuxième vague était déjà en approche. Premier jour, à midi, 6 dépôts supplémentaires. Et c'est ici que la logique de ciblage révèle son architecture plus profonde. La deuxième vague n'a pas visé la même catégorie de cibles. Elle s'est déplacée vers l'infrastructure de rechargement de la défense aérienne, les installations qui alimentent les batteries du dôme de fer,
qui fournissent des intercepteurs aux plateformes David Sling, la fronde de David, qui maintiennent les composantes de niveau inférieur du système Arrow. Ce ne sont pas les cibles qui produisent des images pour le bulletin du soir. Il n'y a pas d'explosion secondaire spectaculaire, pas de cratère visible qui communique l'impact au public à la télévision. Mais tout officier de logistique ayant déjà planifié une campagne aérienne soutenue vous dira que ce sont les cibles qui comptent le plus. Une batterie de défense aérienne sans intercepteur n'est pas un système de défense. C'est une installation radar. Elle détecte ce qui arrive et ne peut pas l'arrêter. Quand vous retirez la capacité de rechargement d'une architecture de défense aérienne en couche, vous ne dégradez pas seulement sa performance dans l'engagement en cours. Vous lancez un compte à rebours. Vous établissez le point où le contrat psychologique entre l'État et sa population civile commence à se fissurer. Je veux m'arrêter là, dessus un instant, parce que je pense que tout le poids de cette réalité se perd souvent dans la discussion technique. L'architecture de sécurité d'Israël n'est pas seulement une construction militaire, c'est aussi une construction sociale. Tout le pacte entre l'État israélien et sa population repose sur une promesse précise: nous pouvons vous protéger, pas de tout, pas de chaque roquette ni de chaque menace, mais du type d'attaque soutenue, précise et écrasante qui rendrait la vie ordinaire impossible. Le dôme de fer était l'expression la plus visible de cette promesse. C'était le système que l'on pouvait montrer en disant « Regardez, voilà à quoi ressemble le contrat sous une forme physique ». Quand vous commencez à retirer systématiquement l'inventaire d'intercepteurs qui donne à ce système son sens opérationnel, vous ne dégradez pas seulement une capacité militaire, vous érodez le fondement de cette promesse. Et cette érosion ne se produit pas d'un seul coup. Elle se produit dans l'espace entre ce que les responsables disent de la situation et ce que la population peut observer de ses propres yeux. Le deuxième jour a apporté la phase de la campagne que je trouve la plus significative sur le plan analytique et aussi la plus inconfortable à évaluer. 10 dépôts ciblés sur une fenêtre de 12 heures. Ce qui a rendu cette phase différente, c'était pas l'ampleur. C'était la combinaison des armes. Les premières frappes reposaient surtout sur des missiles balistiques, suivant des trajectoires basses, dites déprimées, conçues pour réduire le temps d'alerte radar. Efficace, manifestement précise, mais selon une méthode reconnaissable. Le deuxième jour a introduit quelque chose de plus sophistiqué. Des munitions rôdeuses opérant en SM coordonnées, non pas comme vecteurs de frappe principaux, mais comme couches de renseignement encerclant les zones cibles, identifiant les points d'entrée durcis, les structures de ventilation, les connexions électriques externes indiquant un stockage souterrain actif, puis transmettant ces données de ciblage en temps réel au paquet de missiles de croisière qui suivait derrière. Cette intégration, avec des drones de renseignement, surveillance et reconnaissance, ou ISR, fournissant des données de ciblage à un ensemble de frappes suivants, n'est pas quelque chose que l'on développe en pleine crise, c'est une doctrine. Elle a été testée, elle a été raffinée, elle reflète des années de préparation, pas des semaines, et elle représente une intégration de capacités que l'analyse militaire occidentale n'attribue pas à cette force il y a encore 2 ans. À la fin du deuxième jour, 6 dépôts avaient été éliminés. Le commandement Nord ne gérait plus une situation tactique. Il gérait une crise logistique du type qui change ce qui est opérationnellement possible, non pas en jours mais en semaines. Le troisième jour a complété la campagne avec un élément que je veux souligner spécifiquement parce que c'est le détail dont la plupart des analystes ne discutent pas. 4 dépôts restants ont été frappés. La campagne s'est arrêtée à 20. Et je veux être direct sur ce que cette retenue communique, parce qu'elle communique quelque chose de plus important que n'importe quelle explosion supplémentaire aurait pu le faire. Le ciblage s'est arrêté à 20, non pas parce que l'inventaire de missiles était épuisé, ni parce que le renseignement de ciblage était arrivé à sa limite. Il s'est arrêté à 20 parce que 20 suffisait à atteindre l'objectif opérationnel. Voilà le message, pas la destruction elle-même, le contrôle, la démonstration que la capacité existe d'aller plus loin et le choix délibéré de ne pas le faire. En 30 ans d'évaluation de campagne adverse, j'ai appris à accorder autant d'attention à ce qu'un acteur choisit de ne pas faire
qu'est-ce qu'il fait? La retenue à ce niveau de capacité démontré n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de confiance stratégique. Maintenant, je dois aborder la question qui, je le sais, se forme dans votre esprit, et la question que Washington évite très soigneusement de poser à voix haute. Comment une force dotée de cette architecture, de ciblage, de ce niveau de précision, de cette sophistication opérationnelle, peut-elle rester non détectée et sous-évaluée assez longtemps pour exécuter une campagne de cette ampleur? D'où venait ce renseignement? Depuis combien de temps était-il en place? Parce que 20 dépôts militaires durcis ne sont pas ciblés avec un taux d'échec inférieur à 5% dès la première tentative. Cette base de données de ciblage a été assemblée avec le temps. Elle a été validée avec le temps. Les vulnérabilités spécifiques de chaque installation, les portes blindées, les puits de ventilation, les colonnes de soutien interne, ces informations ne viennent pas seulement de l'imagerie satellite. Elles viennent d'une collecte patiente, soutenue et multisource, contre des cibles que la force défensive croyait sécurisées. Et si cette collecte fonctionne depuis assez longtemps pour produire ce résultat, la question qui suit est inconfortable. Quoi d'autre a été collecté? Quels autres ensembles de cibles ont été construits avec la même patience et la même précision? Cette question n'a pas de réponse rassurante disponible pour le moment. Et l'absence d'une réponse rassurante fait partie de ce que le silence de Washington protège. Le groupe aéronaval de l'USS Dwight D. Eisenhower se trouve en Méditerranée orientale. Le groupe de frappe de l'USS Gerald R. Ford est positionné à l'approche de la mer Rouge. Je veux expliquer exactement pourquoi ces forces n'ont pas bougé de façon décisive. Et je veux être clair, mon explication n'a rien à voir avec la politique, parce que l'interprétation politique est la plus facile, et elle est aussi incomplète. L'explication honnête commence par un inventaire d'armes que les planificateurs militaires américains réévaluent discrètement depuis plusieurs années. Le missile balistique antinavire Kalish-Fars possède une erreur circulaire probable, qui fait d'un groupe aéronaval une cible atteignable, d'une manière qui n'existait pas en 1991. Un navire de la taille d'un pâté de maison se déplaçant à une vitesse connue selon des trajectoires traçables devient un autre type de cible lorsque la précision du guidage terminal du missile entrant descend sous un certain seuil. Le missile de croisière antinavire Nour fournit un vecteur de menace complémentaire à plus basse altitude qui oblige les planificateurs de défense des porte-avions à gérer simultanément deux profils d'attaque distincts. Les amiraux connaissent le calcul du risque. Le secrétaire à la défense le connaît. Le silence de Washington est en partie le silence d'institutions qui gagnent du temps pour éviter d'avoir cette conversation publiquement, parce que la version publique de cette conversation porte des implications pour la crédibilité des alliances que personne ne veut traiter sous la pression d'une crise active. J'ai été dans le bâtiment quand les choses ont très mal tourné. Je sais à quoi ressemble le Conseil de sécurité nationale à 2 heures du matin, quand la clarté est absente et que les décisions à prendre n'ont aucune bonne option attachée à elles. Ce que j'observe de Washington pendant ces 72 heures n'est pas le silence d'un gouvernement qui a évalué la situation et déterminé que la retenue est stratégiquement correcte. C'est le silence d'un gouvernement qui a évalué la situation et ne sait pas à quoi ressemble, en ce moment, la bonne décision stratégique. Cette distinction compte. Une retenue confiante et une retenue paralysée se ressemblent de l'extérieur. Elles ne produisent pas les mêmes résultats. Laissez-moi vous dire ce que signifie en termes opérationnels, 100 000 tonnes de munitions manquantes, parce que je pense que l'abstraction du chiffre permet aux gens de sous-estimer la réalité physique de ce à quoi ressemble maintenant le front nord. Le prépositionnement d'artillerie détruit soutenait les opérations des forces terrestres sur une ligne défensive conçue pour absorber et répondre à des pressions provenant simultanément de plusieurs axes. Cette capacité n'existe plus au même niveau aujourd'hui. L'inventaire d'intercepteurs pour la défense aérienne en couche a été dégradé d'une façon qui ne sera pas visible tant que le prochain engagement soutenu ne testera pas le cycle de rechargement. Les chaînes de réapprovisionnement pour des munitions de ce volume se mesurent en semaines, pas en heures ni en jours. Pendant ces semaines, chaque décision opérationnelle prise par le commandement Nord sera prise en fonction d'un ensemble de contraintes différent de celui qui existait il y a 72 heures. Ce que la force ne peut plus faire n'est pas visible sur une photographie.
Cela se voit dans les décisions qui ne seront pas prises, les opérations qui ne seront pas lancées, les réponses qui ne seront pas montées, parce que l'inventaire nécessaire pour les monter n'est plus là. Je veux prendre un pas de recul par rapport au tableau tactique et aborder quelque chose qui, selon moi, constitue la véritable signification de ces 72 heures, quelque chose de plus grand que le résultat opérationnel dans le nord d'Israël. L'Ordre international de sécurité de la Presmi 945 a été bâti sur une prémisse militaro-technologique précise. Les États-Unis et leurs proches alliés possédaient un avantage décisif et durable dans la capacité de frappe de précision qu'aucune puissance régionale ne pouvait sérieusement contester. Cette prémisse n'était pas une vantardise. C'était une réalité opérationnelle qui justifiait toute l'architecture des engagements d'alliance américains, du stationnement avancé et de la dissuasion élargie. Si vous ne pouviez pas menacer de manière crédible les actifs militaires américains, les garanties de sécurité américaines avaient une signification opérationnelle. Elles étaient soutenues par quelque chose de réel qui pouvait être mis en œuvre. Ce que cette campagne démontre, c'est que le monopole de la frappe de précision n'existe plus sous la forme autour de laquelle cette architecture avait été construite. Un État lourdement sanctionné et régionalement isolé a exécuté une campagne de frappe de précision sur plusieurs jours contre des infrastructures militaires durcies, avec un niveau d'exactitude et de sophistication opérationnelle que la plupart des analystes sérieux auraient jugé au-delà de ses capacités il y a encore 5 ans. La précision du ciblage, l'intégration de la combinaison des armes, le séquençage opérationnel par phase, ce ne sont pas les caractéristiques d'une capacité improvisée. Ce sont le produit d'un investissement soutenu, discipliné et patient dans une niche stratégique précise sur une très longue période. La Russie observe cela analytiquement. Chaque leçon qui peut être extraite de cette campagne sur la performance d'infrastructures défensives fournies par l'Occident sous une attaque de précision soutenue a une valeur directe pour les planificateurs militaires qui développent une doctrine pour un autre théâtre. La Chine observe avec encore plus de patience et une attention beaucoup plus ciblée. Taïwan est une île. La relation entre la vulnérabilité des dépôts, la logistique, la durabilité et la capacité opérationnelle défensive sous une campagne de frappe de précision est précisément le problème analytique qui occupe la planification militaire chinoise depuis des années. Chaque élément de données qui émerge du nord d'Israël nourrit directement cette analyse. J'ai vu 3 administrations tenter de modifier fondamentalement le comportement stratégique iranien par des combinaisons de pression économique et de menaces militaires. Aucune n'a réussi. Et je pense que la question honnête, celle que j'aimerais voir davantage de gens à l'intérieur des institutions poser, est de savoir si le cadre stratégique que nous appliquons à ce problème est tout simplement erroné, pas tactiquement erroné. Pas erroné d'une manière marginale et corrigeable, fondamentalement erroné dans ses hypothèses sur ce que produit la pression, sur les délais qui comptent et sur la relation entre la tolérance au coût de l'adversaire et le résultat stratégique. La culture stratégique iranienne entretient avec le coût et le temps une relation différente de celle des cultures stratégiques américaines ou israéliennes. Ce n'est pas une observation romantisée, c'est une observation empirique. Les sanctions n'ont pas produit la capitulation. Elles ont produit l'adaptation. Le programme de missiles qui vient d'éliminer 20 dépôts de Tsahal a été construit sous sanction. Le renseignement de ciblage qui a rendu ces frappes possibles a été assemblé pendant des années de collecte patiente sous pression adverse continue. On ne peut pas bombarder la patience, on ne peut pas sanctionner une mémoire institutionnelle qui fonctionne sur un horizon stratégique de 40 ans face à un cycle politique mesuré en mandat de 4 ans. La question avec laquelle je veux vous laisser n'est pas tactique. Ce n'est pas ce qui se passe ensuite sur le front nord, même si cela compte. Ce n'est pas la manière dont Washington gère son message dans les prochains jours, même si cela a des conséquences. La question est celle-ci. À quel moment un schéma de surprise stratégique devient-il une éducation stratégique ? À quel moment cessons-nous d'être surpris par une capacité qui a été systématiquement sous-estimée pour
commencer à construire une politique sur une image exacte de ce qui existe réellement. Je ne pose pas cette question de façon rhétorique. Je la pose parce que j'ai vu l'écart entre l'évaluation et la réalité coûter des vies d'une manière qui aurait pu être évitée. La force qui a éliminé 20 dépôts en 72 heures est la même force que la politique américaine caractérise mal depuis 20 ans. Les missiles sont plus sophistiqués maintenant. La doctrine est plus intégrée, mais la mauvaise lecture fondamentale est la même, appliquée avec la même résistance institutionnelle à la révision, produisant le même écart dangereux entre ce que nous croyons et ce qui est vrai. Bien qu'on prenne compte. Cela compte pour les gens dans le nord d'Israël, en ce moment. Cela compte pour les marins à bord de ces groupes aéronavals. Cela compte pour chaque civil dans une région façonnée par des décisions prises sur des hypothèses que les 72 dernières heures ont démontrées comme étant fausses. C'est la conversation que nous devons avoir et c'est la conversation que je continuerai de pousser sur cette chaîne jusqu'à ce que quelqu'un en position d'agir commence à l'avoir honnêtement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.